Alors je vous propose avec cette vidéo de reprendre le cours de la semaine dernière qui portait sur Magritte. On a fait une première utilisation, une initiation à Magritte qui est un logiciel de cartographie thématique, un logiciel en ligne qui va nous permettre notamment de réaliser des cartes choroplètes. Alors pourquoi un logiciel en ligne? Parce qu'il est accessible sans aucun téléchargement et sans aucune installation via n'importe quel navigateur internet, Google Chrome ou Mozilla Firefox pour les gens bien. Pour ça, il suffit donc d'aller sur l'adresse magritte.cnrs.fr que vous avez ici, ou alors via Google, vous pouvez taper Magritte sur Google, M-A-G-R-I-T, et pas avec deux T-E, pas le peintre, et c'est normalement le premier lien, magritte.cnrs.fr. Donc c'est un logiciel qui est développé et maintenu par l'UMS RIAT, qui est une unité mixte de services rattachée au CNRS. Et donc on va l'utiliser pour réaliser des cartes choroplètes, nous, en UE202. Donc la première chose à faire, c'est peut-être d'aller sur son navigateur internet et d'ouvrir Magritte. Et puis ensuite, on va aller sur la page iris de l'UE202, section DTD 5 et 6. Et puis, on va récupérer les données mises à votre disposition pour faire l'exercice. Donc c'est dans la partie données de la page. Le dossier qui s'appelle données séance 8, entre parenthèses aéroport 44. On va voir de quoi il s'agit. Donc une fois qu'on a ouvert ce dossier, on voit tous les fichiers qu'il contient. Pour les récupérer, il y a deux solutions. Soit vous cliquez sur les fichiers un par un, et vous les enregistrez sur votre machine, le premier, le deuxième, etc., etc. Soit vous téléchargez tout le dossier d'un coup, et dans ce cas-là, il va falloir le dézipper, parce qu'il s'agit d'une archive. Vous appelez ça comme vous voulez, une archive, un fichier zippé, un fichier compressé. Et pour décompresser des dossiers, des archives comme ça, il vous faut un logiciel pour le faire, surtout sur Windows. Donc dans les logiciels libres pour le faire, vous avez par exemple 7zip. Sinon vous avez WinRAR ou WinZip. Donc il vous faut installer 7zip. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, sous Windows, ce sera le deuxième lien. Ici, donc le lien download. Ici, vous installez ça et puis vous pouvez extraire l'archive. Prenez l'habitude de bien toujours classer vos fichiers dans vos documents, de bien les ranger, d'avoir une arborescence correcte, comme vous avez peut-être appris à le faire en UE 107. Donc une fois que vous avez récupéré ça, soit tout le dossier, soit tous les fichiers, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors pas exactement, je vais peut-être l'extraire pour que ça ressemble exactement à ce que vous avez vous de votre côté, donc je vais le faire en même temps. Hop, donc moi j'ai pas un logiciel libre, j'ai WinRAR, donc pour moi ça se passe comme ça, j'appuie sur extraire, je choisis où je veux l'extraire, sur le bureau, je vais faire un nouveau dossier sur le bureau, je vais l'appeler S8 pour séance 8, c'est très bien, je vais extraire tout ça, et donc du coup sur mon bureau maintenant, je vais avoir tous les fichiers. Hop, bureau S8, ils sont ici. Voilà, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble normalement à ça. Alors peut-être que je peux zoomer un petit peu plus pour que ce soit peut-être plus visible sur la vidéo. Voilà, donc on a 3 fichiers d'un certain type, du GeoJSON, et 2 fichiers d'un autre type. Enfin, en fait on a 3 types de fichiers, mais au total, donc on a aéroport nantes.geojson, commune 44-nddl.geojson, futur aéroport du Grand Ouest, GeoJSON. Et puis on a 2 fichiers de données. Donc si vous avez Excel ou LibreOffice installé sur votre machine, vous avez normalement le petit logo soit de Excel soit de LibreOffice qui nous indique que c'est bien un fichier statistique, un fichier de données en tout cas. Alors ces 2 fichiers-là sont identiques. Le fichier XLSX, si je l'ouvre, on va voir un petit peu à quoi il ressemble. Hop, j'active la modification. Il ressemble à ça. Donc on a un fichier avec plusieurs variables. Code INSEE, commune, avec quelques accents qui ont sauté, mais c'est pas très grave, on l'a dit. Le nombre d'inscrits, les abstentions, les votants, participation P, blanc, etc. Bon, il s'agit d'un fichier de résultats électoraux. En fait, ce sont les résultats électoraux à la consultation réalisée en 2016 par la préfecture de Loire-Atlantique, donc par l'État,
auprès de la population de Loire-Atlantique, donc du département 44, à propos du projet de construction de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ça avait fait beaucoup parler à l'époque avec la ZAD, etc. Donc c'est le référendum qui avait eu, on peut agrandir, sont les résultats du référendum. Donc on a ici le code de la commune, le nom de la commune, le nombre d'inscrits. Ici on a aussi le nombre d'inscrits, c'est identique, c'est la même chose. D'ailleurs on peut en supprimer un des deux, on l'avait dit. Je répète exactement ce que j'ai fait en cours, donc ça servira aux personnes qui n'étaient pas là. Et les personnes qui étaient là et qui voudraient revoir ou refaire l'exercice pourront le refaire aussi. On a le nombre de personnes qui se sont abstenues, donc d'inscrits qui se sont abstenus, on a le nombre de votants, on a la participation underscore P ici, ça indique en pourcentage, donc on a le taux de participation, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de votes exprimés, le oui en valeur, donc le nombre de votes oui en valeur absolue, le nombre de oui en pourcentage, enfin la part de oui, la valeur relative du vote oui, même chose pour le vote non, et le total de voix. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les données sur lesquelles on va travailler, et on va voir comment est-ce qu'on va faire pour les cartographier. Le fichier CSV, c'est la même chose. Bon, je n'ai pas enregistré, c'est pas grave. Le fichier CSV, c'est exactement la même chose, sauf que Excel, par défaut, il ouvre mal les fichiers CSV. En fait, il faut passer dans les menus ensuite pour expliquer à Excel que le séparateur des données, c'est la virgule, pour qu'il nous place une commune, enfin qu'il nous place, pardon, pas une commune, mais des colonnes pour chaque variable. Parce que le fichier CSV, ça signifie comma separated value, donc valeur séparée par des virgules. Si on l'ouvre avec LibreOffice, le fichier CSV, LibreOffice, lui, il nous pose la question dès le départ, dès l'ouverture. Dès l'ouverture du fichier, donc là, je viens de faire clic droit, ouvrir avec, j'ai choisi LibreOffice. Il nous demande quel est le séparateur. Donc vous voyez que si je coche pas virgule, ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure sur Excel. Dès le départ, il nous l'ouvre. Donc si je coche espace, autre ou n'importe quoi d'autre, ça ne change pas. Si je coche virgule, il va nous placer donc des colonnes pour chacune des variables et des valeurs des variables séparées par des virgules. Et ça nous donnera exactement la même chose que sur Excel tout à l'heure. Donc le fichier de données que vous avez ici. Voilà à quoi ressemblent les données sur lesquelles on va travailler. Et ce qu'on aimerait les faire, ce qu'on aimerait faire, maintenant, je vais y arriver, c'est associer ces données à un fond de carte pour les cartographier. C'est le principe de Magritte en fait. Magritte va vous permettre d'associer des données avec un fond de carte. C'est le but du jeu. Le fond de carte, il se trouve qu'il est ici. Il s'appelle commune44-nddl pour Notre-Dame-des-Landes.geojson. Donc si vous essayez d'ouvrir ces fichiers-là sur votre machine, vous n'allez pas pouvoir le faire normalement si vous n'avez pas de logiciel de géomatique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est l'ouvrir en faisant un clic droit avec le bloc-notes, ouvrir avec bloc-notes, soit avec un autre éditeur de texte de type Notepad++, et vous allez avoir un charabia de ce genre-là. Alors qu'est-ce que c'est que ce charabia ? On l'ouvre pour décortiquer un petit peu le fichier fond de carte. Ça, c'est un fichier fond de carte. Donc si on ouvre tout ça, il nous indique donc qu'il s'agit d'un fichier de type objet, feature. Son nom, c'est commune44-nddl. CRS, c'est donc son système de coordonnées de référence, donc qui associe un système géodésique avec une projection cartographique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous savez normalement ce que c'est en première année qu'une projection cartographique, vous l'avez vu en UE 102. Et puis ensuite, on a les objets en question. Donc premier objet, deuxième objet, troisième objet, etc., etc. Chacun de ces objets correspond à une commune, puisque là, on a toutes les communes du 44. Chaque ligne correspond à une commune. Donc, on a une variable type. Type, c'est objet. Les propriétés sont les suivantes. Les variables commencent en fait ici. Code INSEE, avec le code INSEE de chacune des communes. Variable commune, avec l'intitulé, le libellé en tout cas, de chaque commune. Et puis ensuite, on a géométrie, avec masse de données numériques. À quoi correspondent toutes ces données numériques ? En fait, c'est les objets géographiques. Donc ils sont de type polygone, et chacun de ces couples
de données numériques désigne en fait des coordonnées géographiques, vous pouvez dire des coordonnées GPS si vous voulez, des coordonnées GPS de chaque point qui forme le polygone. Donc ce sont des communes, alors il y a beaucoup de polygones, hein, si vous imaginez une commune voilà, qui peut ressembler à une forme tac, 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 etc. Je ne l'explique pas très bien, mais vous allez mieux le comprendre en l'ouvrant sur Magritte. Eh bien Magritte va lire ça, il va transformer ce fichier-là en fond de carte. On va le faire tout de suite. Donc on peut fermer ça, ça ne sert plus à rien. Si je vais sur Magritte, donc magritte.cnrs.fr, je vais le mettre en français, ce sera peut-être plus simple. Hop, hop, non, il veut pas. Voilà. J'appuie sur démarrer pour démarrer. Il nous demande si on veut faire un nouveau projet, on lui dit oui. Ensuite, à gauche, vous avez plusieurs onglets. Le premier onglet est déjà ouvert parce qu'il faut commencer par le premier onglet. À Magritte, en fait, on va lui donner à manger, entre guillemets. On va lui donner un fond de carte et on va lui donner un fichier de données statistiques. Et on va lui permettre d'associer les deux pour en faire une carte. C'est ça le principe de Magritte. Donc on va commencer par ajouter un fond de carte. On a dit que le fond de carte, il était, pour moi en tout cas, sur le bureau, et qui s'appelait commune 44-NDDL. On lui indique le fond de carte. Il nous demande s'il s'agit du fond de carte principal, on lui dit oui. Et là, vous allez voir, il a lu le fichier, donc, le charabia hein, que j'avais ouvert tout à l'heure. Il a lu ça, et il en a transposé, hein, il a traduit en fond de carte. Il a lu tout ce code informatique là, il en a fait un fond de carte. C'est ce que vous avez derrière là, ici. Le résultat a été ajouté à la carte, très bien. Maintenant, il nous demande de sélectionner le type de données présent dans chacun des champs. Il se trouve qu'il y a deux champs dans ce fond de carte. Un champ qui s'appelle code INSEE et un champ qui s'appelle commune. Effectivement, hein, si je réouvre ça, c'est exactement ce qu'on avait ici. On a un champ qui s'appelle code INSEE, où à chaque fois on a le code de la commune, le code INSEE, à ne pas confondre avec le code postal, même si ça se ressemble beaucoup. Et puis on a un champ qui s'appelle commune avec le nom de la commune. Il nous demande quel est le type donc de ces deux champs. Est-ce qu'il s'agit d'un identifiant? Est-ce qu'il s'agit d'un stock? Est-ce qu'il s'agit d'un ratio? Est-ce qu'il s'agit d'une catégorie? Ou est-ce qu'on n'en sait rien? Ou est-ce qu'on s'en moque? Effectivement, il s'agit bien d'un identifiant ici. On va voir la différence, on va voir ce que c'est que chacune des autres possibilités. Donc identifiant, je confirme. Le fond de carte est bien ouvert, on a bien le département de la Loire-Atlantique, département 44, avec notamment, par exemple, la commune de Nantes qui est ici. On va maintenant rajouter les données. On ajoute un jeu de données. On choisit n'importe lequel des deux fichiers, puisque c'est le même, et que Magritte est capable de lire les deux. Les fichiers au format Excel ou les fichiers au format CSV. On va par exemple ouvrir le fichier au format Excel. Il nous dit, attention, seules les données du fichier seront chargées, c'est-à-dire que tout ce qui est formule, dans les cellules, etc., ça va sauter. Très bien, c'est pas grave. Et là, il remarque qu'un fond de carte et un jeu de données ont été fournis. Effectivement, on a fourni les deux, il nous demande si on veut les joindre tous les deux, les associer. On lui dit oui. Et Magritte a besoin de savoir quelle est la variable, disons, d'appareillement, d'appareillage, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, des données. Comment est-ce qu'il va pouvoir, à partir de quelle colonne, en fait, il va pouvoir lier les données spatiales avec les données statistiques, le fond de carte avec les statistiques. Et pour ça, il faut une clé, une colonne qui est identique, qui sert de référence, qui permet de faire une jointure des données statistiques sur le fond de carte. Il nous demande quelle est cette clé. Et effectivement, la clé, c'est bien code INSEE. Puisque code INSEE, c'est une variable qu'on retrouve, on l'a dit, dans le fichier géographique. Hein, le code INSEE, il est là, hein, il est ici. Je ne sais pas si on le voit très bien, c'est tout ça hein, sur la vidéo. Le code INSEE, il est bien ici. Et dans le fichier de données, code INSEE, la même variable apparaît ici. Donc c'est bien code INSEE. OK, on va pouvoir confirmer. C'est validé. Maintenant qu'il a collé, hein, il a fait un copier-coller
des données statistiques dans les données spatiales à partir de la colonne clé qui sert d'appareillement de jointure qui s'appelle code-INSEE, il a besoin d'identifier le type de chacune des variables. Chacune des variables qu'on avait donc dans le fichier statistique. Je le réouvre, donc le nombre d'inscrits, etc., etc. Il a besoin de savoir quel est le type de chacune des variables. C'est là que c'est peut-être un petit peu difficile, pas tellement quand on a bien compris le truc, puisque la dénomination change par rapport au cours. Inscrit au 29 février 2016, il nous demande s'il s'agit d'un stock, d'un ratio, d'une catégorie ou inconnu. Pour Magritte, un stock, ça désigne une variable quantitative discrète, issue d'un comptage, d'un dénombrement, par exemple. Donc, des données en valeur absolue. Effectivement, il a raison, Magritte, il s'agit bien d'un stock. Les inscrits au 29 avril, c'est bien un stock, d'accord ? C'est le nombre 2, le nombre d'inscrits, variable quantitative discrète. Les inscrits, on a dit que c'était la même chose tout à l'heure, j'ai oublié de la supprimer. Abstention, c'est bien un stock, puisque c'est pas la part d'abstention, c'est bien le nombre d'inscrits qui se sont abstenus. C'est juste. Les votants, c'est un stock. Participation en pourcentage, c'est un ratio. Effectivement, ce que Magritte appelle ratio, c'est une variable quantitative continue. Notez-le bien. Variable quantitative continue, une part par exemple, un poids, une valeur issue d'un rapport entre deux mesures, comme une densité par exemple, quelque chose d'abstrait. C'est un ratio, une variable quantitative continue. Vote blanc, le nombre c'est bien un stock. Les votes nuls, le nombre c'est un stock. Stock. Le oui en valeur absolue, c'est bien un stock. Le oui en participation, en pourcentage, c'est bien un ratio. Non en valeur c'est un stock. Non en pourcentage, c'est bien un ratio. C'est tout juste. Comment est-ce que Magritte a fait pour déterminer ça tout seul ? Tout simplement, il considère de base, dans sa programmation, il est fait comme ça que les variables où donc les valeurs sont des nombres entiers sont des stocks, parce que généralement on n'a pas 18,5 inscrits par exemple. Quand on a le nombre d'inscrits, on a des nombres entiers. Et puis quand on a des nombres réels, et particulièrement des nombres avec une décimale, il considère que c'est un ratio, donc que c'est une variable quantitative continue. Quand on a quelque chose donc avec une virgule, effectivement, la participation en pourcentage, on a bien une virgule ici, d'accord ? Voilà, 53,65% de participation pour Basse-Goulaine, par exemple. Voilà. Mais il faut quand même vérifier qu'il ne s'est pas trompé. Et là, il ne s'est pas trompé, donc on peut confirmer. Et là, vous avez fait les 3/4 du travail. Il n'y a presque plus rien à faire. De difficile, disons. Ensuite, pour continuer, on clique sur l'onglet choix de la représentation. Et là, on a plusieurs types de représentations. Nous, par exemple, on va essayer de faire une carte, celle qu'on avait faite en cours, une carte du vote oui. Donc, quelles sont les communes qui ont voté oui ? Si on veut représenter, par exemple, dans les données ici, la variable vote oui en pourcentage. Comme il s'agit d'une variable quantitative continue, une part, c'est un poids, eh bien, on va représenter ça donc par un aplat surfacique en utilisant la variable visuelle valeur, donc la variation d'intensité de couleur. C'est la seule variable visuelle qu'on peut utiliser pour représenter des variables quantitatives continues. C'est ce que Magritte appelle une carte de ratio. Donc je clique sur une carte de ratio, ici. Il nous demande de choisir la variable qu'on veut cartographier. Donc on a dit le oui en pourcentage, le oui en valeur relative. Et vous voyez que de toute façon, Magritte ne nous laisse pas la possibilité de cartographier des variables quantitatives discrètes, si on ne s'est pas trompé au départ lors de l'ouverture du fichier. Si on a bien indiqué les stocks comme des stocks et les ratios comme des ratios. Donc le oui en pourcentage. Ensuite, on peut choisir la discrétisation. Donc méthode des intervalles égaux, méthode de Jenks, méthode Q6, on l'a pas vu en cours, mais bon, voilà, méthode des quantiles. Pour l'instant, on ne va rien toucher. On verra ça plus tard. J'appuie sur dessiner le résultat. La carte est faite.
En cliquant sur dessiner le résultat, ma grille est passée automatiquement à l'onglet suivant qui s'appelle gestion des couches. C'est dans la gestion des couches qu'on va pouvoir modifier la discrétisation à partir du diagramme de distribution de la série statistique, du graphique de fréquence. Pour ça, donc, je vais cliquer sur le petit rouage qu'il y a ici. Alors peut-être que je peux zoomer. Hop, le petit rouage qu'il y a ici. Ça m'ouvre un menu. Vous voyez, donc je peux modifier l'opacité du remplissage de la carte. Je peux modifier l'épaisseur de la bordure de la carte. Enfin, des communes, etc., etc. Mais nous, on va cliquer sur choix de la discrétisation. Et là, j'ai le diagramme de fréquence qui est réalisé automatiquement, qui apparaît ici. Et c'est à partir de ce diagramme de fréquence, bien sûr, comme on l'a vu, qu'on va pouvoir choisir la méthode de discrétisation en s'aidant de ce qu'on voit ici. Donc, je vous renvoie vers le cours sur les méthodes de discrétisation. Ici, a priori, il faudra vérifier, il faudra tester peut-être plusieurs méthodes de discrétisation, mais on dirait qu'on a une distribution statistique qui s'approche de la loi normale, une distribution plutôt symétrique. D'accord ? On peut le vérifier aussi grâce au bouton ici, qui permettent de faire apparaître la médiane, la moyenne, l'écart type. Donc la moyenne et la médiane se confondent quasiment. D'accord ? C'est peut-être un des signes d'une symétrie dans la distribution statistique. Un premier indicateur, disons. Donc, comme on l'a vu en cours, une des méthodes adaptées avec une telle distribution, une des méthodes de discrétisation adaptées, serait la méthode standard, qui est la méthode selon la moyenne et l'écart type. Elle est ici, donc vous voyez la répartition des effectifs selon les différentes classes ici. Alors, il faudra peut-être en essayer plusieurs, mais pour l'instant on va essayer de conserver celle-ci, en utilisant la moyenne et la médiane en tant que borne de classe, comme on l'a vu en cours, et pas comme en tant que centre de classe, comme borne de classe. Je peux choisir une palette de couleurs. Donc pour le vote oui, là c'est rouge, on pourrait mettre du vert, je sais pas, ou on pourrait mettre du bleu. Donc les blues, il faut les chercher, les blues. Ça je l'ai déjà choisi, c'est quoi les blues ? Tout en haut, d'accord, ok, on peut essayer ça par exemple. Je confirme, et j'ai ma carte qui est faite ici. Ensuite, ce qui serait intéressant de rajouter sur la carte, c'est le nombre de votes oui. Donc le vote oui, cette fois-ci, en valeur absolue. Pour essayer de nuancer l'interprétation de la carte, pour savoir si les communes qui ont la part de oui la plus importante sont des communes où il y a beaucoup de nombre de oui en valeur absolue. Pour faire ça, je vais retourner sur l'onglet représentation, choix de la représentation, Et donc, pour cartographier une variable quantitative discrète, telle que le nombre, le comptage de votes oui, il faut utiliser la variable visuelle taille. Il faut faire varier la taille. Et c'est ce que Magritte appelle une carte de stock. Je clique donc sur carte de stock. Je choisis donc le vote oui en valeur. Je dessine le résultat. Hop, mes cercles proportionnels apparaissent, c'est magique. Donc, ici, les cercles représentent le nombre de votes. Donc on a, disons, deux communes qui ressortent beaucoup. On a Saint-Nazaire ici, puis on a Nantes. Donc les communes qui sont les plus peuplées sont celles où il y a le plus de votes oui, parce qu'il y avait très très fort probablement le plus d'inscrits. Et donc le plus de votes exprimés. On va modifier un petit peu ça, donc à chaque fois, pour modifier, je clique sur le petit rouage pour modifier une couche dans le panneau gestion des couches. J'appuie sur le petit rouage, on peut enlever l'opacité du remplissage, la mettre à 0 pour voir uniquement la bordure des cercles par exemple. Ensuite, ici, ce que vous avez, ça sert à modifier la taille des cercles. Donc par exemple ici, la valeur la plus haute, 41 900 votes oui.
eh bien on va utiliser un cercle de 60 pixels pour la représenter. Si je veux mettre un cercle de 40 pixels pour la valeur la plus grande, l'ensemble des cercles va normalement être diminué. Hop, voilà, on a une carte ici qui commence à ressembler à quelque chose. Alors n'hésitez pas à fouiller dans les menus, comme je l'ai dit en cours la semaine dernière. Voilà, il n'y a pas de risque de déclencher une bombe en appuyant sur un mauvais bouton, d'accord? Donc comme vous pouvez le voir, il y a la possibilité, grâce à l'œil ici, d'activer ou de désactiver l'affichage d'une couche. Vous pouvez aussi, avec le petit bouton que vous avez là, afficher ce qu'on appelle la table attributaire, donc ce sont les données, le tableau Excel en fait qui est importé dans Magritte ici. Vous pouvez aussi zoomer, vous pouvez modifier les paramètres. N'hésitez pas à fouiller, à regarder un petit peu tout ça. Vous pouvez ajouter une ombre à la couche, vous voyez. C'est peut-être plus sympa. Voilà, on peut ajouter une ombre, ça fait peut-être plus joli. Mais il nous manque des choses pour que la carte ressemble à une carte. Et ça, on va aller le rajouter dans la partie habillage et mise en page de la carte. On peut rajouter un titre. Hop, on peut le déplacer. On peut aussi, et on doit surtout, ajouter une orientation. Donc je vais cliquer sur le bouton flèche du nord ici, j'appuie une fois, je clique n'importe où sur la carte, ça me la rajoute et puis je peux la modifier, la déplacer. Il faut aussi une échelle. L'échelle, elle est ici. Voilà. Ensuite, il faudra rajouter une source, la date de la source, le nom de l'auteur, c'est-à-dire vous, la date de réalisation de la carte. Mais avant ça, on va rajouter un élément important pour l'interprétation de la carte. On va rajouter l'emplacement de 2 aéroports, l'aéroport qui existait et qui existe toujours, l'aéroport Nantes-Atlantique, je crois qu'il s'appelle, et puis le projet d'aéroport, l'aéroport qui était en projet donc autour de la commune de Notre-Dame-des-Landes pour essayer d'amener de la facilité, de la richesse d'interprétation à la carte. Pour ça, je retourne sur le premier onglet, import des données. Je peux ajouter un autre fond de carte. Ajout d'un fond de carte. Je vais ajouter aéroport Nantes.geojson. Il nous demande s'il s'agit d'un fond de carte d'habillage. On lui dit oui. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Si, on a le choix, mais bon, plutôt un fond de carte d'habillage. On confirme. Hop, il a été rajouté à la carte. On ne le voit pas très bien, mais il est ici. Alors, je vais essayer de zoomer et de descendre. C'est le petit point qu'on a ici. On va faire la même chose. Donc ça, c'est l'aéroport qui existe et dont le projet, le projet, c'était de remplacer cet aéroport-là à terme. On va retourner sur import des données, ajouter un fond de carte et on ajoute futur aéroport Grand Ouest. Hop, fond de carte d'habillage, oui. Cette fois-ci, le point est apparu ici. Il est tout petit, on ne le voit pas très bien. Donc on a ces 2 aéroports là, ici, et si je retourne sur le panneau gestion des couches, effectivement, ils sont bien apparus. Futur aéroport, aéroport de Nantes. Donc on doit pouvoir les modifier, d'accord? On peut modifier leur taille, on peut modifier plusieurs choses, d'accord? On va les laisser comme ils sont pour le moment. Ça me paraît très bien. Alors, je vais pas à 0, mais on va dire à 5, 6, voilà, c'était comme ça. On va les laisser comme ça. Au passage, regardez un petit peu comment fonctionne le panneau de gestion des couches. Ça fonctionne exactement comme les calques sur les logiciels de dessin vectoriel ou de dessin matriciel d'ailleurs aussi. Vous pouvez faire passer une couche sur une autre en dessous d'une autre. Ça peut avoir des conséquences. Par exemple, si je place donc mon fond de carte choroplète, ma carte de ratio au-dessus de tout le reste, je ne vais plus voir les cercles, je ne vais plus voir les aéroports ni rien. Donc l'ordre est important. Ce qui est tout en haut s'affiche tout dessus et on descend au fur et à mesure. C'est comme des calques. C'est important en géomatique, en SIG, en dessin vectoriel, etc. Donc il faut bien le maîtriser ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans habillage de la carte. Et puis il y a un petit bouton, c'est l'un d'entre vous, c'était Lucas qui l'avait remarqué, je ne l'avais pas vu, qui permet d'ajouter des symboles. On clique sur ajouter un symbole, on clique n'importe où sur la carte, on choisit le petit avion et on confirme.
Comme il y a 2 aéroports, on va le faire 2 fois. Je rajoute ça. Hop, hop, le petit avion, je confirme. Je dézoome pour vous montrer. Je déplace ça pour masquer le point ici tout moche. Je déplace ça pour masquer le point ici tout moche. Alors Magritte ne permet pas encore de modifier la couleur des symboles. Ce qu'on peut faire avec un clic droit sur le symbole, menu options, c'est uniquement de modifier sa taille. Ça aurait été bien d'avoir un avion rouge, un avion vert par exemple, j'en sais rien, pour différencier les 2 aéroports. Ça c'est le projet. L'aéroport qui était en projet. Ça c'est l'aéroport qui existait. Donc déjà on peut déceler une structure spatiale sur la carte. On peut se risquer à une première interprétation. Donc on voit que les communes autour, limitrophes, adjacentes au projet d'aéroport sont celles qui semblent avoir le moins voté oui à la consultation. En pourcentage, d'accord ? En valeur relative. Inversement, on voit que certaines communes, pas toutes, la structure spatiale est moins évidente ici, en tout cas avec cette discrétisation, peut-être qu'il faudra en essayer une autre justement. Les communes autour de l'aéroport existant ont voté plutôt oui pour le déplacement de l'aéroport vers le nord, vers Notre-Dame-des-Landes qui est ici. Surtout, on voit les communes du nord du département ici qui ont voté oui en valeur relative, qui ont plutôt beaucoup voté oui. Alors une supposition, peut-être que le fait d'avoir un aéroport plus proche d'eux les arrange, surtout qu'ils n'ont plus à passer par Nantes et ses embouteillages, peut-être, on peut imaginer, moi je connais pas du tout le coin. Mais voilà, donc on peut essayer de faire des interprétations comme ça, avec la carte, pour aller beaucoup plus loin. Il y a aussi des choses à dire grâce à la nuance permise par l'affichage du oui en pourcentage et du oui en nombre, du oui en valeur absolue. Par exemple, vous voyez les communes du nord du département ici sont celles qui ont le plus voté oui, en pourcentage, mais en valeur, ça pèse pas lourd. En valeur absolue, ça pèse pas lourd. Le cercle n'est pas très grand. C'est pas beaucoup de votes exprimés sur les votes totaux. Alors que vous voyez, Nantes, par exemple, a un cercle beaucoup plus grand, évidemment. Bon, on pourrait se lancer dans l'interprétation. Je vais pas faire ça dans la vidéo. Ça fait déjà une demi-heure que je parle là. Mais il y aurait matière à faire. Donc le titre, on peut le modifier. On peut et on doit, bien sûr. Donc ça serait plutôt le vote oui à la consultation Notre-Dame-des-Landes, NDDL en 2016. Bref, bon, vous avez compris. Une fois que la carte est terminée, il faut enregistrer. Premièrement, on enregistre le projet, ici, Magritte. Le projet Magritte, je l'enregistre quelque part, hop, donc il atterrit dans votre dossier de téléchargement, mais pensez à le sauvegarder dans votre dossier de travail en 202. Le fichier projet, il permet, si je recommence, que je crée un nouveau document, du coup j'appuie sur ouvrir, maintenant, pour ouvrir le fichier que je viens d'enregistrer, il permet de revenir là où on en était, à la prochaine ouverture de Firefox, de Chrome, de ce que vous voulez. Premier point. Deuxième point, on peut exporter la carte. L'exporter pour la modifier, la réutiliser, et surtout faire des finitions, parce que là, la carte n'est pas terminée, d'accord ? On va notamment devoir enlever le fond bleu des cercles ici. On va devoir modifier la légende, oui-P et oui-V, on ne va pas laisser ça comme ça. Le nord et l'échelle, on va peut-être les modifier, les déplacer. Il faut rajouter la source, il faut rajouter la date de la source, la date de création de ces données, il faut rajouter la date de création de la carte, le nom de l'auteur, etc. Donc on va utiliser Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel, qui va nous permettre de faire les finitions, de modifier la carte pour la rendre plus mieux, disons. Voilà, j'ai plus les mots. Pour ça, je vais aller dans exporter la carte. Je l'exporte en SVG, on ne touche pas le format ici. Exporter en SVG, exporter. Et puis, si vous avez Inkscape qui est installé sur votre machine, et c'est un logiciel libre, on l'a vu en cours, vous pouvez l'installer sur Linux, Mac, Windows.
Vous pouvez l'ouvrir avec Inkscape directement. Je pense qu'on verra ça dans une prochaine vidéo, la prochaine fois. Donc Inkscape devrait s'ouvrir. Et on va pouvoir faire ses finitions. Non, il n'a pas envie de s'ouvrir, ou alors même que j'ai mis enregistré. Si, il est juste long. Il est juste long. Hop, voilà, moi j'ai une fenêtre Inkscape qui s'est ouverte. Et effectivement, la carte s'est ouverte dans Inkscape ici. Et vous voyez qu'on a dans le panneau de contrôle des calques. Alors si vous ne l'avez pas, il faut aller dans Calque, Calque sur Inkscape. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Vous avez tous les calques qui apparaissent et qui sont modifiables. Donc on va pouvoir modifier par exemple ici, hop, les cercles. D'accord, on va pouvoir, tac, tac, enlever par exemple, objet, fond et contour, fond. On va pouvoir l'enlever par exemple. Enfin bref, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour ma grille. Si vous avez compris le principe, vous avez compris le principe, hein, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc, comme je le dis souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc n'hésitez pas à vous en servir. À fouiller un petit peu tout ce qu'il y a dans les menus, donc il faut jongler entre l'import de données que vous avez ici, choix de la représentation, on va principalement utiliser la carte de stock et la carte de ratio. Vous pouvez aussi combiner les deux avec ce bouton-là, vous avez aussi d'autres choses, etc., etc. Gestion des couches, il faut jongler entre les couches, vous pouvez essayer de vous entraîner. N'hésitez pas à regarder les petits rouages, hein, donc en cliquant sur les petits boutons pour voir ce qui est modifiable ou pas. L'habillage de la carte, n'hésitez pas à fouiller non plus. Voilà, c'est pas compliqué. Le principe à retenir avec ma grille, c'est ça, c'est qu'il faut lui donner à manger un fichier de données statistiques, un fichier de données spatiales, un fond de carte. Et il faut que dans le fond de carte et dans le fichier de données statistiques, il y ait une colonne, une variable, un attribut qui serve de clé d'appareillage entre les données, pour que les données puissent être jointes des stats vers le fond de carte. C'est le principe à retenir. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez faire des cartes sur tout et n'importe quoi si vous disposez des fonds de carte, parce que là on vous les donne, mais il va falloir aussi les récupérer sur internet. Et puis vous pouvez aussi, je crois, à partir de ma grille, vous pouvez sélectionner des fonds de carte d'exemple. Vous en avez plusieurs ici, vous voyez, donc commune du Grand Paris, pays du monde, etc., etc., France métropolitaine, patati patata. Et nous, pour votre dossier, donc, on va travailler sur les bassins de vie de l'ancienne région Midi-Pyrénées, et vous avez le fond de carte aussi. Voilà, donc je ferai une prochaine vidéo pour les manipulations sur Inkscape, il n'y a pas grand-chose, mais c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà 38 minutes de vidéo, il y a un moment pour uploader. Tout ça sur YouTube, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et puis fouillez. Voilà.